Monsieur le Président, Monsieur l'arbitre. Merci surtout aux organisateurs de ce très beau colloque, très beau et très utile, parce que c'est vrai que ce sont des questions et des problématiques particulièrement intéressantes à étudier en ce moment. Alors la métropolisation des contrats locaux de santé, une décentralisation qui ne dit pas son nom. C'est ce que je m'apprête à traiter devant vous, tout en sachant que les contrats locaux de santé constituent une compétence non transférée de manière explicite. Le contrat local de santé métropolitain montre le visage d'une co-administration généralisée qui fait de la politique de santé une politique publique plus décentralisée qu'on ne le croit. On est clairement dans la co-administration, c'est-à-dire dans de l'administration territorialisée, sans pour autant que tous les principes de cette décentralisation soient effectivement respectés. Pourtant, le Code de santé publique nous dit en l'article L 1411-1 alinéa 2 que la politique de santé relève de la responsabilité de l'État. Et c'est vrai qu'en creux, dans un certain nombre d'interventions de ces 2 jours, c'est l'État qui était questionné, c'est la place de l'État qui est questionnée et qu'on aborde en définitive assez peu, mais il reste quand même toujours présent. Cette affirmation laisse peu de place à l'ambivalence, à savoir que les collectivités territoriales ont en théorie peu de place dans la politique sanitaire. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, c'est une politique majoritairement déconcentrée. Or, certains outils décentralisés sont mis en place, à l'instar du contrat local de santé. Pourtant, comment s'abstraire de la participation des collectivités territoriales dans une politique sanitaire aussi essentielle, comme Martine Long ou M. Vioujas, en début d'après-midi, ont eu l'occasion de le rappeler. Le contrat local de santé voit le jour dans une circulaire de janvier 2009, conjointe à la ministre de la Santé et à la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville de l'époque. Le texte prévoit que l'objet de ces futurs contrats sera de promouvoir la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social. Et surtout, le CLS doit trouver une application particulière dans les territoires de la politique de la ville pour compléter le volet santé des contrats urbains de cohésion sociale. Donc c'est un contrat qui est associé à une autre procédure contractuelle, ce qui est une des grandes dimensions de la politique décentralisée aujourd'hui, c'est le recours au contrat et à la contractualisation en règle générale, ce qui rejoint la co-administration, là aussi généralisée. C'est la loi HPST, dont il a été question en début d'après-midi, de 2009, qui légalise cette convention thématique, conçue comme une déclinaison territoriale et de mise en œuvre concrète des projets régionaux de santé. Le cadre posé est léger, la libre administration et les contrats pris comme modèle feront le reste. L'articulation institutionnelle n'est pas opérée dans ce texte de 2009, c'est la mise en œuvre qui réglera la question. Si l'intitulé de ces contrats territoriaux laisse peu de place au doute sur leur ambition et s'inscrivent en première ligne dans le cadre de l'action du ministère de la Santé, c'est également les conséquences en matière de santé, des conditions de vie des populations dans les territoires de la politique de la ville qui sont à l'origine de cette récente formalisation conventionnelle. L'action publique en faveur des quartiers urbains dégradés a depuis longtemps intégré des interventions en faveur de la santé de leur population et repose dès son origine sur le contrat entre l'État et les collectivités pour piloter et structurer un exercice de compétences partagées. Ici, la référence au contrat urbain de cohésion sociale est explicite. Si le CLS est défini comme ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des territoires de santé déterminés par l'ARS, il devra cependant trouver une application particulière dans les territoires de la politique de la ville et sera ainsi susceptible d'applications particulières dans ces mêmes territoires.
Pourtant, nombreux sont ceux qui se posent la question de la place de la décentralisation dans ce champ de l'action publique, tant les frontières entre centralisation, déconcentration, décentralisation ne semblent plus étanches. Pour preuve, l'élaboration des contrats locaux de santé par l'échelon intercommunal, et je parle des métropoles, bien sûr, puisque c'est l'objet plus précis de l'article, de la contribution, mais je parle également des communautés. Je mets tous les EPCI à fiscalité propre de ce point de vue sur un plan d'égalité. Et donc, l'élaboration de ces contrats locaux de santé par l'échelon intercommunal, décentralisation qui se réalise de manière silencieuse et fait de la politique de santé une responsabilité partagée, beaucoup plus qu'on ne le croit. Concernant les métropoles, la responsabilité est émergente, car elles sont peu à être concernées pour le moment, mais on peut aisément envisager que dans les années à venir, dans une large majorité de métropoles, on trouvera un contrat local de santé, parce qu'elles ont vocation à exercer ce type de compétences, à la fois d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue matériel, et aussi par rapport à leur taille, à leur poids démographique, au fait qu'un certain nombre de métropoles coïncident avec des bassins de vie et d'habitat. Sur ce sujet, comme sur bien d'autres, il conviendrait plutôt de parler de co-administration. De fait, depuis la loi ATR de 1992, la question territoriale devient progressivement un enjeu majeur des politiques publiques locales, tout domaine d'intervention confondu. Et la santé n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les métropoles n'échappent pas à la règle. Elles verront le jour en 2010, certes, mais avec une réelle affirmation de leur caractère obligatoire, entre guillemets, à partir de 2014 et de la loi MAPTAM. Alors, paradoxalement, il faut quand même signaler que les métropoles ne sont pas des EPCI comme les autres, puisqu'elles ont une vocation à être très intégrées, elles ont les compétences les plus importantes, les plus diversifiées, les moins facultatives. En réalité, elles sont obligées d'exercer les compétences pour lesquelles la loi leur confère la compétence. Et surtout, si on réfléchit à leur généalogie, les métropoles existent depuis 1966 d'un point de vue strictement matériel, puisque l'immense majorité des métropoles que nous connaissons aujourd'hui sont en fait les anciennes communautés urbaines, et que les métropoles n'ont pas été créées en 2014 ex nihilo. Alors, deux parties à mon propos. Nous verrons tout d'abord que c'est une décentralisation immanente, pour ensuite aborder le fait que le territoire est construit par le contrat et réciproquement. Une décentralisation immanente. La décentralisation des compétences prend parfois des voies inattendues et n'est pas toujours la conséquence d'un transfert direct. L'exercice de compétences par les collectivités se fait au détour de questions territoriales que les collectivités affrontent, ou également par les compétences obligatoires exercées par les EPCI à fiscalité propre. Premier aspect de cette décentralisation immanente, c'est une décentralisation par capillarité. Alors la capillarité, qu'est-ce que c'est? Vous le savez, c'est un phénomène physique, un phénomène d'interaction qui se produit aux interfaces entre deux matériaux, dont un est liquide. Le liquide remonte, déjouant ainsi la loi de la gravité. Dans notre exemple, ce n'est pas la loi de la gravité qui est défiée, mais celle du transfert de compétences descendant. En effet, la compétence monte au niveau de l'EPCI par l'interface des communes, qui sont directement confrontées aux problématiques de l'accès aux soins. Les communes peuvent adopter un contrat local de santé, mais les EPCI également. Or, les articles qui confèrent leurs compétences aux communautés de communes, d'agglomérations urbaines ou aux métropoles ne visent absolument pas le contrat local de santé comme étant l'une des compétences
ni facultative, ni obligatoire de ces 4 EPCI à fiscalité propre. Seul le contrat de ville est répertorié comme un contrat de territoire décentralisé aux EPCI de manière facultative pour les communautés de communes et obligatoire pour les 3 autres. Par le biais des contrats de ville, les EPCI sont susceptibles de connaître les difficultés territoriales en matière sanitaire. En effet, les 4 catégories d'EPCI à fiscalité propre peuvent exercer la compétence politique de la ville et contrat de ville. Ce n'est pas obligatoire pour les communautés de communes et cela dépend, là encore, ça a été également souligné en début d'après-midi, cela dépend totalement du contexte territorial. La question contextuelle est évidemment très importante. Alors, les contrats locaux de santé ne sont pas à proprement parler décentralisés au regard des compétences des EPCI à fiscalité propre, mais il faut bien reconnaître qu'il existe des contrats locaux de santé qui sont intercommunaux. Donc, comment comprendre en définitive cette contradiction que le droit ne permet pas, en théorie ? Notamment parce que là, si on en reste à cette affirmation, eh bien, le principe de spécialité, qui est un des principes structurels des établissements publics, est complètement non respecté. Alors, les communes accueillent les demandes de soins et d'aide de premier secours, ce qui légitime le fait que ce soit les communes qui soient directement concernées par ces questions d'accès aux soins. On a eu également l'expérience des ateliers santé-ville qui apparaissent au milieu des années 80, là aussi très précisément dans le cadre de la politique de la ville, donc toujours pour venir en aide à ces quartiers politiques de la ville, à ces territoires de relégation. Et récemment, c'est l'expérimentation des territoires de santé participative qui met les communes sur le devant de la scène sanitaire. Les structures d'exercice coordonnées participatives facilitent l'accès aux soins en installant des centres et des maisons de santé permettant un accompagnement médico-social dans la prise en charge des patients des quartiers de la géographie prioritaire. Le contexte de territorialisation des politiques de santé est adapté à une logique administrative de décloisonnement et de décentralisation mise en œuvre par le contrat. Deuxième point de cette première partie sur l'immanence de la décentralisation, c'est une décentralisation par les compétences des métropoles. En dehors de la capillarité, en effet, les métropoles sont concernées par la politique sanitaire via leurs compétences obligatoires, et ici précisément par une politique d'aménagement du territoire telle que celle de la politique de la ville. Elle s'adresse prioritairement aux quartiers de grands ensembles, vise à réduire les inégalités entre quartiers d'une même commune ou agglomération. Le contrat local de santé est de ce point de vue conçu comme une déclinaison territoriale de mise en œuvre concrète des projets régionaux de santé. Et une circulaire du 20 janvier 2009 attire l'attention sur le fait que si le contrat local de santé est défini comme ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des territoires de santé déterminés par l'ARS, donc là le poids de l'État est quand même bien présent, et je pense qu'on peut aussi comprendre le contrat local de santé comme étant un contrat de l'État, ce qui remet en cause l'idée de la décentralisation, mais pas celle de la co-administration. Il devra cependant trouver une application particulière dans les territoires de la politique de la ville et sera ainsi susceptible de compléter le volet santé des contrats urbains de cohésion sociale. Le contrat local de santé est avant tout présenté comme un vecteur de lutte contre les inégalités sociales en santé. Deuxième partie de ma démonstration, un territoire qui est construit par le contrat et réciproquement. Plus que les compétences décentralisées, c'est la question de la territorialisation de l'action publique
qui commande la répartition des compétences. Et le contrat est de ce point de vue un outil utile. La principale conséquence du recours au contrat est le brouillage des repères entre déconcentration et décentralisation au profit, en définitive, d'une co-administration quasi généralisée. Une politique publique territorialisée par le contrat. Alors Jean-Bernard Rouby soulignait que le concept de territorialisation est d'abord différenciation territoriale de ces politiques. On adapte les standards, les types d'action, les niveaux d'action aux situations locales. Elle est ensuite déploiement territorial de la décision. Il est rare que l'on ne soit pas conduit à installer localement des institutions chargées de conduire sur le terrain les politiques dont on a accepté plus ou moins la différenciation. La territorialisation généralisée des politiques publiques a ouvert la voie vers la reconnaissance de la différenciation affichée, réaffirmée en quelque sorte, parce que ça n'est pas une nouveauté, loin de là. Hein, si on prend la différenciation structurelle ou institutionnelle, ça date de 1982, c'est-à-dire c'est complètement contemporain de la décentralisation de 82. Affirmé, réaffirmé dans la loi 3DS du 21 février 2022. Le contrat local de santé est un outil de la politique de la ville. Il devient donc un outil de réduction des inégalités sanitaires au profit des territoires métropolitains, sans que la compétence sanitaire n'ait fait l'objet d'un arbitrage sur sa décentralisation, pas davantage que sur son territoire. En quelque sorte, ces questions essentielles deviennent subsidiaires et contingentes. Ce qui compte, c'est que l'institution en charge de la politique de la ville puisse aussi intervenir en matière d'inégalité sanitaire. Le périmètre de la métropole n'est pas un objet de discussion, alors que les périmètres sont loin d'être opérants sur tous les points. L'ambiguïté du contrat est régulièrement soulevée par les commentateurs comme étant des outils de décentralisation, mais également comme des instruments d'une coopération dirigée, voire une prérogative de l'État dans ses relations avec les collectivités. Et la place de l'ARS dans les contrats locaux de santé contribue à consolider cette approche. Ainsi, pour Jean-François Brisson, la liberté contractuelle de l'État vient au renfort de ses pouvoirs normatifs et financiers dont elle décuple l'efficacité. La grande diversité de la composition des métropoles interroge quant au traitement indifférencié que le statut de métropole permet d'envisager. En effet, quel point commun entre Brest Métropole ou Toulon Métropole, qui ont respectivement chacune 8 et 12 communes, et la métropole du Grand Paris ou encore la métropole européenne de Lille, qui, elles, ont respectivement 131 et 95 communes. Donc c'est vrai que la catégorie métropole n'est pas une catégorie homogène. Est-ce que pour autant le contrat local de santé doit ne concerner que des catégories de métropoles bien particulières? Moi, je ne le pense pas. Je pense que c'est un outil qui est tout à fait souple et efficace quant à sa capacité d'adaptation au territoire administratif qu'il concerne. Mais dans tous les cas, la pertinence du statut de métropole ne peut qu'être interrogée. Elle est d'ailleurs déjà soulevée dans l'existence de statuts dérogatoires au droit commun de la métropole. Oui. Il est clair que de telles divergences se répercutent sur les contrats métropolitains. Dernier aspect de mon intervention, une déconcentralisation discrète au profit d'une co-administration. On est effectivement à la croisée des chemins quand on parle du contrat local de santé. On est sur une dimension déconcentrée avec la présence de l'ARS. On est sur une dimension décentralisée avec la présence des collectivités territoriales. Et donc, on est aussi sur une déconcentralisation qui a été là aussi affirmée, réaffirmée, parce que là non plus, ça n'est pas une nouveauté, par la loi 3DS du 21 février 2022.
Les modalités d'élaboration, de négociation, d'exécution du contrat territorial impliquent des entrelacs d'autorités étatiques et décentralisées qui brouillent les frontières. Sur le terrain, on évoque des compétences déconcentralisées qui configurent une co-administration. Le repère est moins institutionnel que territorial et matériel, c'est-à-dire défini par le domaine matériel du contrat et l'institution qui le porte, sélectionné de plus en plus souvent en fonction d'un territoire pertinent. Dans le cas des déserts médicaux, il est prouvé que les collectivités locales ont intérêt à mettre en place des stratégies globales de territoire afin d'une part de mobiliser tous les acteurs de santé et d'autre part d'aborder tous les aspects de l'attractivité du territoire. Le territoire métropolitain est sans conteste la bonne échelle pour mettre en commun les interventions en matière de santé dans les territoires vulnérables traités par les contrats locaux de santé. De la même manière, les programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain offrent l'opportunité de penser la santé au sein d'une stratégie territoriale beaucoup plus globale. C'est là où la nécessité de penser en même temps la politique d'aménagement du territoire et la politique sanitaire se fait effectivement sentir. C'est une possibilité qu'offre le contrat, surtout quand il est métropolitain. La loi 3DS n'est pas innovante et je rejoindrai effectivement ma collègue Martine Long sur ce point. Elle ne fait que confirmer et officialiser une pratique qui a eu le temps de s'installer en même temps que cette décentralisation informelle évoquée en première partie. En cela, le contrat de mixité sociale pour la question du logement social officialise un mouvement qui était déjà présent. Le contrat discute de la place respective de chaque co-contractant et semble préserver à l'État une place respectable pour éviter qu'il ne soit le relégué de ce système décentralisé devenu décentralisateur, sans possibilité de contrôle sur cette décentralisation qui n'a plus besoin de dire son nom. L'apport de la loi 3DS est en fin de compte assez modeste et consiste à accentuer la souplesse avec laquelle la répartition des compétences au sein du bloc communal sera réalisée à l'avenir. Il n'est même pas certain que l'on ait eu besoin d'une loi pour ce faire, tant l'informalité de cette répartition est parfois de mise. À n'en pas douter, l'État ne doit pas craindre cette évolution, où les collectivités et les EPCI s'auto-responsabilisent pour apporter des solutions pertinentes à leur territoire, ainsi que l'expérience des contrats locaux de santé le montre, sans pour autant être la seule à le faire. Cependant, une telle décentralisation ne passera pas sans une réflexion sur son financement. Les relations financières aujourd'hui sont très majoritairement verticales. Ce n'est pas soutenable. C'est un argument d'autorité qui devient de moins en moins audible pour les collectivités. Dans tous les cas, cela pose la question de la qualité de la décentralisation en tant que co-administration, et alors qu'elle est financée très largement par des dotations étatiques. Je vous remercie.